Bonjour, coucou tout le monde, je suis Princesse Coquetterie. Je suis accompagnatrice des femmes en attente de grâce maritale et des femmes en souffrance dans le mariage. Alors, aujourd'hui, je viens aborder avec vous le thème sur le choix du conjoint. Donc, c'est un thème qui est vraiment très important et très essentiel parce que tout le monde veut se marier, mais toujours est-il, il faut bien se marier. Donc, on ne court pas dans les bras du premier venu, soit parce qu'on se retrouve, on est mère seule, ou soit on a la pression en fait de la famille ou de l'entourage qui nous rappelle que le temps est passé pour nous, qu'on est vieille fille ou voilà, selon le langage du monde, ou qu'on vit un célibat tardif ou prolongé, ou un concubinage tardif ou prolongé. Et à ce moment-là, on saute directement dans les bras du premier venu. Donc, il faut savoir que le choix du conjoint est vraiment très important et essentiel. Parce que le mariage, c'est quelque chose, quand vous vous mariez, c'est quelqu'un avec qui vous allez vivre toute votre vie. Donc, c'est quelqu'un que vous allez pouvoir cheminer ensemble et pouvoir vieillir ensemble. Ça veut dire que vous devez prendre le temps pour identifier en fait votre partenaire de destinée. Vous deviez prendre le temps pour faire le bon choix du partenaire divin. Donc, vous allez me dire comment identifier le partenaire en fait de destinée, comment faire le bon choix du conjoint. C'est assez simple. Vous devez juste vous poser les bonnes questions. C'est quoi la bonne question? La bonne question, par exemple, c'est d'aller en fait voir, d'aller même faire les tests. C'est d'aller regarder à la compatibilité ou à l'incompatibilité sur plusieurs plans. Par exemple, sur le plan de la santé, vous devez aller faire les tests, par exemple, les tests des maladies graves. Il y a des mariages aujourd'hui qui soldent aux pleurs, qui soldent vraiment au mécontentement, qui soldent vraiment dans la tristesse à cause des tests qui n'ont pas été faits. Donc, il faut savoir qu'il y a des personnes, par exemple, qui sont nées, qui ont un groupe sanguin SS, et ces personnes-là, si elles font les enfants avec un conjoint ou une conjointe qui est AS, ça va donner des enfants gravement malades, qui vont être malades toute la vie, et les enfants qui ne vont pas vivre au-delà de 21 ans. C'est rare que ces enfants-là vivent au-delà de 21 ans. Et la vie de couple va du coup être centrée sur le traitement des enfants en permanence. Il faut également savoir que vous devez vérifier la compatibilité sur le plan physique. Quand je parle de physique, ça ne veut pas dire que vous devez choisir une fille, une Nefertiti, donc une fille qui est super calée en beauté ou un homme super calé sur le plan physique. C'est pas de ça que je parle. Quand je parle de comportement, de compatibilité physique, ça veut dire que oui, vous devez effectivement tenir un minimum compte en fait de la personne qui est devant vous. Il faut que ce soit quand même une personne qui entre dans votre standard de femme ou dans votre standard d'homme. Une personne que vous n'aurez pas honte de marcher avec la personne parce que oui, finalement, ce n'était pas votre choix. La compatibilité physique aussi, c'est quoi? C'est d'aller vérifier, c'est de vérifier si les organes fonctionnent bien. Il y a des hommes et des femmes qui se sont découverts juste dans le mariage et le mariage a soldé à l'échec parce qu'une fois dans le mariage, la femme, par exemple, elle a constaté que le monsieur, lui, il avait un petit zizi, on va dire, excusez-moi, où la femme, en fait, elle avait un dysfonctionnement au niveau de sa partie génitale. Du coup, ce qui vient remettre en cause la sexualité, l'épanouissement de la sexualité du couple. Or, si ces problèmes-là avaient été évoqués pendant les fiançailles, si ça avait été évoqué pendant en fait l'attente de mariage,
peut-être avec l'aide médicale, avec le soutien en fait des médecins, ce sont des problèmes qui devaient être peut-être résolus. Ou finalement, le choix du conjoint devait s'orienter autrement. Il y a aussi quelque chose, vous devez tenir compte en fait de la compatibilité au niveau de la vision. Si vous êtes un homme ou une femme visionnaire, une femme qui a des grandes visions, une femme qui est appelée à réaliser de grandes choses, une femme par exemple qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat et que son mari ne veut du tout pas, ou inversement, l'homme veut se lancer dans l'entrepreneuriat, sa femme ne veut du tout pas. Une femme par exemple qui rêve, par exemple, de faire sa vie comme aux États-Unis, alors que l'homme, lui, il rêve de rester en France. Vous voyez qu'il y a incompatibilité. Il y a vraiment incompatibilité. Ce sont des choses qui doivent être évoquées lorsque vous rencontrez, en fait, votre prétendant. Vous devez prendre le temps d'évoquer tous ces points-là avec votre prétendant. Vous devez également vérifier l'incompatibilité aussi émotionnelle. Il faut savoir que beaucoup de couples aujourd'hui sont malheureux. Beaucoup de mariages s'éteignent à cause de l'incompatibilité d'humeur, l'incompatibilité émotionnelle. Et à quoi c'est dû? Il y a beaucoup d'hommes et de femmes, selon leur histoire de vie, finalement, qui ont été brisés, qui ont connu de grandes blessures émotionnelles, qui sont les blessures du rejet, de l'abandon, de la trahison, de l'injustice, et cela selon leur histoire de vie. Et du coup, atterrissent dans le mariage sans avoir traité ces blessures-là, sans avoir identifié, traité et en guéri. Du coup, vous allez voir ces femmes-là ou ces hommes-là dans le cadre de leur mariage vont parfois être soit parfois effacés ou soit parfois face à un événement être très violent verbalement ou avoir des troubles de comportement ou des troubles réactionnels. Et cela est dû à des blessures qui n'ont pas été traitées ni identifiées. Vous devez faire donc vraiment attention à tout cela. Vous devez faire attention aussi par rapport à l'histoire, par rapport à l'antécédent de la femme ou de l'homme, du futur époux ou de la future épouse. Pourquoi vous devez faire attention à son histoire de vie? Parce qu'il se trouve, par exemple, que c'est une femme qui a toujours eu des échecs sentimentaux ou c'est un homme qui vient de se séparer et la séparation s'est très mal passée. Donc, vous serez peut-être confronté aux blessures que porte cette personne. Donc, vous serez amené à pouvoir gérer vous ces blessures pour que la personne puisse se relever et que finalement vous puissiez vivre votre propre vie de couple pleinement et sereinement. Mais si tout ça, vous ne partez pas fouiller pour chercher, oui, ça peut venir plutôt empiéter sur le mariage. Ça peut venir empiéter sur votre futur mariage. Vous atterrissez tous dans le mariage, étant blessés avec des histoires non soldées. Et finalement, le mariage qui est censé être une bénédiction, finalement se montre comme une malédiction. Parce que tout le monde est mécontent, il y a les troubles de l'humeur au quotidien et ça devient très lourd pour la personne qui subit ça en fait. Vous devez également aller regarder au niveau en fait de l'histoire familiale. Il y a des familles, c'est vrai que toutes les familles ne sont pas parfaites. Il n'y a aucune famille qui est parfaite. À chaque famille, son histoire de vie, à chaque famille vraiment ses coutumes, à chaque famille, sa façon de faire. Mais il y a des familles qu'on va dire, des familles vraiment qui semblent ne pas être normales. Vous allez voir dans ces familles-là, il y a souvent des jougs, soit des jougs les jougs c'est comme un homme fort, un esprit fort, le joug par exemple de la violence, des jougs par exemple en fait des attaques même spirituelles, dans des familles dans laquelle vous vous mariez et tout le temps vous allez toujours passer tout votre temps à faire des rêves cauchemardesques. Il y a des familles comme ça.
Il y a des familles qui ont un problème particulier, par exemple, avec l'argent. Ça veut dire que ce sont des familles, leur attachement, par exemple, à l'argent est particulier. Ils ont comme un esprit ou un homme fort qui suce de l'argent. Ça veut dire que le problème d'argent dans ces familles-là, même si vous déboursez, vous donnez même des millions dans ces familles-là, la famille ne sera jamais satisfaite et il n'y aura jamais assez. C'est des familles où il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème au moment où vous vous attendez le moins et encore et toujours. Donc, vous êtes toujours en train de sortir de l'argent. Si ce n'est pas pour la santé, c'est pour le deuil. Si ce n'est pas le deuil, c'est quelque chose, c'est un accident. Si c'est pas... Oui, je sais que ça arrive dans toutes les familles, hein, ça arrive dans toutes les familles où il y a des difficultés, où on peut rencontrer vraiment certaines difficultés, même financières et tout. Mais ce que je vous parle là, c'est vraiment un jour, c'est vraiment un homme fort où le langage dans ces familles-là ne tourne qu'autour de l'argent. Donc, on ne peut rien parler d'autre que l'argent m'a fait ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Donc, il est important vraiment d'aller creuser au niveau des différentes familles, que ce soit au niveau de la famille de la fille, au niveau de la famille de l'homme. Il y a aussi les familles qui sont peu fréquentables à cause de leur fondement, ou les familles où il y a des grandes forteresses, un joug, un esprit, un homme fort de famille. Et que dans ces familles-là, vous allez voir, il y a une génération de personnes qui ont une certaine maladie. Donc, en vous associant à ces familles-là, sans connaître leur histoire de famille et sans aller vous-même vous soigner, traiter, regarder si vos fondements sont déjà propres et puis aussi voir comment, si vous intégrez ces familles-là, comment vous pouvez faire pour que ces histoires de fondements-là ne viennent pas vous attaquer. C'est vraiment un échec de ne pas pouvoir le faire. Ce serait vraiment dommage de ne pas pouvoir le faire. Vous devez également vérifier la compatibilité au niveau spirituel. Par exemple, il y a des hommes, je vais dire païens ou des femmes païennes qui ne prient jamais, qui ne croient pas en Dieu ou qui sont athées. Et maintenant, si une personne comme ça va se mettre avec une personne qui est excessivement croyante, qui ne parle que de Dieu, qui est vraiment très très croyante, il se peut qu'il peut avoir une incompatibilité si l'autre conjoint non croyant ne souhaite pas se convertir. Si le conjoint non croyant n'est peut-être pas ouverte en fait à la religion. Ce sont des choses que vous devez pouvoir discuter avant le mariage. Vous devez pouvoir aborder cette question-là, échanger dessus. Vous devez vraiment pouvoir trouver un temps pour voir et que à votre niveau, vous voyez si c'est quelque chose d'ajustable. Si par exemple, si vous êtes quelqu'un qui croit, si votre temps de prière ne va pas aller être vraiment comme un fardeau pour votre futur époux. Voilà. Vous pouvez toujours rencontrer quelqu'un qui est non-croyant et que la personne est ouverte. Peut-être la personne ne souhaite pas tout de suite se convertir et tout, mais qui n'est pas réfractaire. Mais il y a des personnes qui sont vraiment réfractaires. Et si vous ne voyez pas ça avant le mariage, vous atterrissez dans le mariage. Lorsque vous allez prier à la maison, ce sera très grave. Ça va tourner à la violence, à la colère, aux cris, aux éclats de voix, alors que c'est quelque chose qui pouvait être traité en amont. Et il y a aussi quelque chose, vous pouvez même être aussi de religions différentes. Il y a les gens, par exemple, les femmes ou les hommes, par exemple, qui sont de religion musulmane, d'autres de religion chrétienne, et qui sont appelés à se marier ensemble. Vous devez trouver un temps pour pouvoir parler de tout ça, voir quelle orientation vous allez finalement donner à votre future vie, si l'un des conjoints va suivre la religion de l'autre, et ainsi de suite, où chacun reste avec sa religion, mais trouver une harmonie pour que quand chacun prie, que ce ne soit pas source de conflit dans la maison. Donc, ce que vous devez également, en fait, vérifier, vous devez voir si votre future épouse ou futur époux travaille. Parce qu'un homme ou une femme qui n'est ni entrepreneur, qui n'est ni salarié, par exemple, qui est au RSA, qui n'a pas une vie active, qui ne pense pas que se lever le matin, aller travailler alors que la personne a une bonne santé, c'est quelque chose qui doit vous questionner.
C'est quelque chose qui doit vous questionner. Vous n'allez pas vous marier avant, après, que tout cela vous tombe dessus dans le mariage. Donc, c'est des choses que vous devez aller creuser. Parce que comment vous allez faire pour pouvoir payer vos factures une fois mariés? Comment vous allez faire, en fait, pour pouvoir payer les charges, s'occuper de vos enfants? Si vous partez directement vers un conjoint qui ne veut rien faire. Ça ne veut pas dire qu'on doit discriminer quelqu'un qui n'a pas de travail. Non, mais c'est des choses dont à aborder et vous devez vraiment voir si c'est peut-être le fait que la personne ne parvient vraiment pas à trouver le travail ou ne parvient pas à se former et aider votre futur époux ou épouse, l'aider à faire des formations pour pouvoir évoluer. Donc, il peut avoir juste que c'est juste ce fait-là et ça, c'est autre chose. Mais il y a un type d'homme ou un type de femme qui n'aiment pas le travail, qui ont saisi la paresse, qui sont nés dans la paresse et dont vous ne pouvez rien faire. Et que ces gens-là aiment vivre dans tout ce qui est magouille, qui aiment vivre dans tout ce qui est faux, tout ce qui est manipulation. Ce sont les gens qui vont parler d'affaires, mais vous ne les voyez jamais sur aucun plateau avec ces affaires-là, mais qui vont être dans les trucs qu'on appelle les fées-man ou les fées-woman. Vous devez être très avisé et voir avec qui vous souhaitez vraiment construire votre vie. Vous devez aussi vérifier la compatibilité au niveau même des décisions. Si dès les fiançailles, la moindre petite chose que vous évoquez, qui décide par exemple une prise de décision, par exemple pour votre organisation de mariage. L'organisation de mariage, c'est quelque chose qui vient souvent créer beaucoup de problèmes dans les couples ou même dans les familles. Mais vous devez prendre du recul pour voir comment votre futur époux ou future épouse réagit face à cela. Si à chaque fois qu'il y a une décision commune à prendre, votre épouse ou votre époux a un comportement vraiment disproportionné, ne converge pas avec vous, ne fusionne pas avec vous ou ne fait pas de compromis pour que vous puissiez trouver la solution adaptée. Pas la solution qui va plaire à l'un et l'autre, mais une solution qui ne va pas venir impacter votre vie de couple ou votre mariage négativement dans les mois à venir. Il faut vous poser des questions. Il y a par exemple les couples lors de l'organisation de leur mariage entrent dans des dépenses phénoménales, dans des dépenses phénoménales. Parfois, cet argent-là n'est pas directement disponible. Parfois, d'autres vont aller prendre le crédit. Et tout ça, c'est quelque chose que vous devez pouvoir parler. Si vous venez, par exemple, d'une famille modeste ou vous êtes une femme qui est une femme de vision et vous pouvez prendre un temps, aborder avec votre futur époux pour lui dire « Ah chérie, je ne pense... Le mariage, certes, c'est une fois, il faut dépenser pour le mariage, il faut se faire plaisir et tout, mais il faut être aussi raisonnable. Si vous n'avez pas de quoi payer votre facture, alors que vous allez prendre le crédit énorme pour faire plaisir au monde entier, ça se pose la question. Il y a une question qui se pose sur votre vision de la vie, sur votre façon de voir les choses. Donc, c'est des choses qui doivent se discuter, en fait. C'est des choses sur lesquelles vous devez échanger. Vous devez voir le positionnement de votre future épouse, le positionnement de votre futur époux, sa façon de réfléchir. Pourquoi elle ou il conteste en fait votre proposition d'idée pour la prise de meilleures décisions pour la vie de couple. Si c'est quelqu'un qui se montre vraiment très réfractaire, surtout sur les points que vous pointez, que vous êtes en train de dire, attention, on est au début de notre vie, on est au début de notre rencontre, on doit faire attention, on ne peut pas commencer la vie, par exemple, en prenant des gros crédits juste pour aller flamber dans les mariages, on peut aller faire un mariage correct et que la femme ou le monsieur ne vous comprend pas, il faut vraiment vous poser les questions sur le choix
du conjoint. Là, à ce moment, se soulève vraiment la problématique de l'incompatibilité au niveau des décisions. Ça annonce quoi? Ça annonce que dans les jours ou les mois à venir, ce sera pareil sur la prise de décision, en fait, sur les enfants, sur comment gérer les enfants, comment gérer les devoirs des enfants, comment gérer leur avenir. Ça veut dire qu'à chaque fois quand vous allez donner votre idée, ce sera que des batailles et c'est juste dommage. Donc, tous ces points-là, vous devez voir ça. Vous devez vraiment repérer tout ça avant le mariage. Vous devez aussi voir la compatibilité au niveau même de la propreté. Hein. Il y a par exemple des hommes ou des femmes qui n'aiment pas l'eau. Il y a des femmes ou des hommes, oui, qui ont un problème avec l'eau ou qui ont des problèmes par exemple de propreté. Vous devez en fait visualiser tout ça, vous devez regarder tout ça avant le mariage. Et comme ça, soit accompagner votre futur époux ou épouse pour voir si c'est quelque chose que il peut travailler ou elle peut travailler dessus et pouvoir changer. Il y a des hommes ou des femmes qui sont naturellement bordéliques. Et vous devez regarder, vous devez vous projeter. Est-ce que c'est avec ce genre de femme ou avec ce genre d'homme je vais finir mes jours? Vous ne devez pas attendre d'atterrir dans le mariage avant de dire, oh, c'est dans quoi est-ce que je me suis embarquée? Donc, vous devez regarder à tout cela. Il faut savoir que lorsque vous regardez à tous ces points, ce n'est pas tout, hein, il y a beaucoup d'autres points, mais moi je ne vais pas m'éterniser. Lorsque vous regardez à tout cela, cela vous permet en fait d'avoir un mariage béni. Vous devez choisir quelque chose que j'ai vraiment oublié de dire et qui est essentiel. C'est vrai, j'ai parlé de la spiritualité, la compatibilité au niveau de la spiritualité, mais vous devez également... oui, choisir un homme ou une femme qui a la crainte de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu aura tendance face en fait à des moments difficiles, à avoir un comportement disproportionné, à avoir des prises de décision vraiment très, très dures. Et ce sont déjà des personnes qui ont des difficultés à faire des compromis, à ajuster. Il faut vraiment, même la Bible le dit, hein, une femme qui craint Dieu, vraiment est un don. Donc, il faut vraiment choisir quelqu'un, une épouse ou un époux qui a la crainte de Dieu. Cela vous permet même pendant les jours difficiles, parce qu'aucun couple ou aucun mariage n'est épargné des moments difficiles. Cela vous permet pendant vos moments difficiles de pouvoir en fait échanger dans la tranquillité. Utiliser la foi pour surmonter les moments difficiles. Donc, c'est vrai, j'ai été déjà assez longue, mais je vais aussi parler de quelque chose. Je vais vous dire, si vous n'aimez pas un homme ou une femme, il ne faut pas l'épouser. Vous ne pouvez pas ne pas aimer quelqu'un et aller jusqu'au mariage. C'est vous mentir à vous. Et puis, c'est aussi de deux, manquer du respect pour l'autre. C'est aussi de trois, trahir même vos enfants. C'est vraiment malheureux parce qu'il y a beaucoup d'hommes ou de femmes à cause de leur situation